Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jeu. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Si tu zappes, tu rates. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jeu. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission HT Débat. Nous allons essayer aujourd'hui de brosser quelques questions de l'actualité, notamment sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, sur la gestion, mais aussi sur la situation sociale du pays. Nous allons aborder avec notre invité les questions qui concernent aussi la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi. Sur ce, nous avons dans ce plateau un invité. Lui, il est chercheur, il est aussi acteur politique, mais aussi écrivain. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont nous allons aujourd'hui essayer de parler sur l'un de ces ouvrages intitulé « Pour un second mandat, Félix Tshisekedi, l'ouvrier du peuple ». Lui s'appelle M. Jean-Louis David, à qui je dis bonjour M. Jean-Louis David. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes et bonjour tous les spectateurs de la radio HT TV et bonjour les amis, spécifiquement le boss Moïse Katala qui nous écoute en ce moment-là et tous les autres auditeurs. Bonjour. Voilà, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Vous avez suivi notre invité qui vous a salué. Alors, Monsieur Louis David, moi je vous appelle Monsieur l'écrivain. Alors, Monsieur l'écrivain, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à l'aise face à la situation politique actuelle de notre pays, sur le plan social, sur le plan de l'inflation du taux du dollar, mais aussi sur la sécurité qui ronge la République démocratique du Congo? Est-ce que votre régime de Tshisekedi aujourd'hui est à l'aise face à cette situation? Merci beaucoup. Je sais que y a des choses qui doivent être corrigées. Le gouvernement ou le président de la République, les questions qui concernent le chef de l'État, ces questions-là, nous les parlons avec honnêteté. Nous sommes à l'aise, nous sommes sereins. Pourquoi? Parce que nous voyons quand même que notre leader a tout fait pour que les choses reviennent au point. Il n'y a pas plus longtemps, vous avez vu le président de la République aller vers la Chine. C'est une visite d'État qui a marqué le monde entier du fait que les accords ont été mal signés dans ces pays et que le pays n'en bénéficiait rien du tout. Bon, beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que tout ce qu'il fait là, c'est ça ce que nous devons manger? Mais non. Nous devons savoir que nous venons de très loin. Les pays étaient vendus, les pays étaient... Nous n'avions plus de pays, nous n'avions plus de minéraux. Donc, il est au premier effort en train de tout faire pour que tout revienne au point, à l'ordre du jour. Et c'est comme quelqu'un qui construit une maison en étage. Il faut d'abord commencer par la fondation et dès lors que la fondation n'est pas solide, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, sur le plan social, il y a quand même des questions qui urgent, qui font que on dise merci à cet homme, au fils maison, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa gestion. On dit, bon, les taux de dollars, ainsi de suite, sur le plan de la monnaie, sur le plan social, il y a beaucoup de choses qui ont marché. Nous avons eu le temps d'en parler la fois passée, lorsque nous abordions la question liée, par exemple, à l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, tout ça, ça entre dans le cadre du social. La question du social ne s'agit pas seulement de la nourriture, évidemment. Sur les infrastructures, l'électricité qui pose problème aujourd'hui à Kinshasa. L'électricité, nous avons même indiqué les postes qui sont déjà achevés et voilà, je ne reviens plus là-dessus parce que tout est inclus
dans ce livre que nous avons dédié d'ailleurs à l'ouvrier du peuple, celui que nous nommons Félix Antoine Tshisekedi. Sur le plan sécuritaire, les efforts sont conjugués. Vous avez vu qu'il y a eu assez de recrutements. Et ces recrutés sont très bien formés. Ce sont des jeunes engagés qui avaient voulu vraiment à ce qu'ils puissent nous donner un coup de main. Parce que vous le savez très bien, depuis 2009, notre armée a été beaucoup inféodée. Nous sommes en arrivée là, peut-être qu'on va aborder d'ailleurs la question lorsqu'on va parler de deuxième ou troisième mandat, ou je ne sais pas quelle forme vous allez donner à ceci pour Joseph Kabila, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il peut revenir, mais je sais qu'on on va y arriver. Mais sinon, sur le plan sécuritaire, le commandant suprême a donné des instructions fermes, les choses sont au contrôle. Voilà, les choses sont au contrôle, mais certains Congolais aussi pensent que ces recrutements ou cette offensive face à l'armée rwandaise, ça tarde. Ça, c'est selon certaines analyses. Alors, nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble avec vous. Vous avez évoqué dans votre livre, j'ai eu vraiment le temps de consulter ce livre, alors vous avez abordé la question du mandat. Comment expliquer à la population congolaise que Joseph Kabila, qui a dirigé, je ne parlerai pas de diriger, qui a consommé son mandat, ou ces deux mandats qui ont été des mandats constitutionnels, alors prétend aujourd'hui revenir au pouvoir, ou manifeste aujourd'hui le désir de revenir au pouvoir. Comment vous pouvez expliquer ce contexte? Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition que manifeste Joseph Kabila pour revenir au pouvoir pendant qu'il a déjà consommé ses mandats constitutionnels? Évidemment, il y a des débats au pays, des débats avec ce qui se passe actuellement. Je vais revenir d'abord au livre sacré de Charles Onana, que je félicite de passage. Et d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer qu'un Camerounais écrit un livre sur l'histoire du pays. Alors que ici, chez nous, nous sommes là les écrivains, nous sommes là les chercheurs. Mais il y a on en a tant de professeurs au pays. Nous avons tout le monde là. Mais il faut voir comment les gens se présentent lorsqu'il faut présenter son CV. Ils vous disent patati patata. Donc en train de dire les titres, mais rien de concret. Charles Onana qui soulève des questions fondamentales. Un Camerounais qui parle des Congolais, qui parle de notre situation, qui nous invite même à ce que nous puissions nous rencontrer et en parler. Plus que même les Congolais. Plus que même les Congolais. Mais non, nous devons vraiment nous remettre en question. C'est honteux, c'est humiliant. C'est humiliant que nous soyons là toute notre vie à passer, à regarder les séries, à parler seulement de qui doit devenir président de la République, qui ne doit pas le devenir, du moment que notre pays est menacé et sérieusement de l'intérieur. On ne sait pas trouver des causes, on ne sait pas dire ça à haute voix. Alors, si vous posez aujourd'hui la question de mandat, on sait que la Constitution interdit à un ancien président de se représenter. Kabila, c'est un sénateur à vie, c'est ça le statut qui lui est reconnu pour le moment. Donc tout ce qu'il est en train de faire, monter, descendre, aller dans les ambassades, envoyer ces émissaires-là, tout ce que nous apprenons, je pense que c'est de la peine perdue parce que la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir de se représenter ou de revenir aux affaires politiques. Tout ce qu'il ferait avec tout cet espace qu'il a pu conquérir, il donner à l'agriculture, peut-être produire le maïs et bien d'autres choses. Dommage qu'on a toujours l'envie de revenir. Bon, il sait par où il avait mis les points, il sait par où et il pense qu'il a la possibilité aujourd'hui de faire des manœuvres pour revenir. Non mais, monsieur, soyons sérieux, nous sommes dans quelle république? Mais certaines, je ne vous arrache pas la parole, certains hommes de droit, ils évoquent son mandat, le mandat du président de la République est renouvelable une fois, et dès que ce mandat est expiré, eh bien, des années qui suivent, il peut avoir cette facilité de postuler, je ne sais pas. Beaucoup d'hommes, surtout de droit, ils interprètent ça, les avocats surtout, renom de ces pays.
Non, la Constitution ne dit pas ceci. La Constitution dit ceci. Le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une fois, on peut renouveler. Si on dit une fois, on peut s'arrêter là. On renouvellera aussi une fois. Mais quand on dit une seule fois, donc on s'arrête à une seule fois, là, c'est fini. Donc c'est-à-dire lui a déjà renouvelé une seule fois. On n'a pas dit renouveler une fois. Non, c'est une seule fois. Donc c'est-à-dire pour vous, vous voulez nous dire aujourd'hui que le mandat de Joseph Kabila ou la prétention ou l'envie de Joseph Kabila serait utopique aujourd'hui? Non, aujourd'hui, si nous devons parler du président, c'est un chef de l'État honoraire. Oui, nous parlons sur les mandats. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir comme candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, ça ne doit même pas faire les débats. Le professeur André Mbata, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, disait que le président Joseph Kabila, nous ne pouvons pas lui interdire. Mais s'il pense qu'il peut revenir aux affaires politiques, il doit d'abord mourir et puis ressusciter. Et ça, c'est la première condition. La deuxième position, c'est qu'il doit avoir une nouvelle identité. Il doit revêtir d'une nouvelle identité. Il ne suffit seulement pas de mourir et ressusciter, mais d'avoir une nouvelle identité. Voilà, or, ce qui est pratiquement irréalisable. Mais par rapport à cette question, certains de ces lieutenants, ils vous accusent aussi, vous, les pouvoirs aujourd'hui, d'être à la base de fragiliser Joseph Kabila, parce que l'autre fois, nous avions trouvé certains éléments, commandos, qui ont fait incursion à la résidence ou au siège de la Fondation Laurent Désiré Kabila. Est-ce que cette situation vous honore aujourd'hui? Je ne suis pas sûr avec c'est qu'on jette les discrédits sur le gouvernement actuel, et dont notamment, d'ailleurs, on ne parle même pas du gouvernement lorsqu'il s'agit de parler de quoi, quelque chose de malaise, on cite directement Tshisekedi a fait. Alors, nous n'allons pas entrer dans ces débats de basse-cour. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que l'accord de 2013, qui est un accord d'Addis Abeba, qui parle c'est quoi notamment? L'accord d'Addis Abeba est au fond la conclusion de l'accord de 2009 qui a été signé entre le CNDP et le gouvernement de Kinshasa à l'époque sous le régime de Joseph Kabila. Vous savez ce que cet accord a pu faire comme grâce à tous ces gens dont nous sommes en train de décrire ici aujourd'hui. C'est à cause de cet accord-là que 43% des postes de responsabilité militaire ont été accordés au M23. À l'époque, CNDP, actuellement M23, ont été accordés à ces gens-là. C'était où? C'était au nord Kivu. Et au sud Kivu, ils avaient le pourcentage, le quota de 39%. Ils ont créé la police des frontières où ça a été dit uniquement les membres de CNDP pour faciliter l'entrée et la sortie des militaires rwandais. Et la situation que nous connaissons aujourd'hui, même le chef de guerre Laurent Nkunda, qui a été évoqué d'ailleurs par Charles Onana, l'écrivain camerounais, il dit que le monsieur n'avait pas le grade de colonel pour qu'il puisse revêtir aujourd'hui les grades du général. Mais qui avait signé l'ordonnance? C'était Joseph Kabila qui avait signé l'ordonnance. Mais on signe l'ordonnance tout en sachant très bien que Laurent Nkunda n'est pas de nationalité, ni de père ni de mère congolais. Mais on lui a accordé les grades et la fonction au sein de l'armée congolaise. Il n'y a pas que lui, il y en a autant. Donc les désordres aujourd'hui, si nous pouvons dire, avaient commencé sérieusement. Le désordre était là, mais a commencé sérieusement avec l'entrée
de M. Joseph Kabila comme ancien président, mais je pense aujourd'hui, vous, avec Félix Tshisekedi, vous avez essayé quand même de revoir cette situation, surtout quand vous évoquez les quotas. Ça fait très mal de voir dans l'appareil sécuritaire des gens qui ne sont pas des nationalités congolaises, surtout à occuper des postes et des responsabilités. Donc je pense qu'avec votre régime, les choses vont essayer un peu de bousculer de ces côtés-là. Non, le président Félix Tshisekedi, c'est un ouvrier du peuple. C'est vraiment la qualification qui lui convient le mieux. Il a les désirs du peuple. C'est un citoyen zélé. Il a suffisamment désir de... Comment dirais-je? Il a besoin que le pays puisse vraiment sortir de ce gouffre. C'est grâce à lui aujourd'hui que nous sommes en train de revisiter tout ce qui a été bâclé, des accords et ainsi de suite. Voilà qui nous prend le temps. Même lorsque les gens parlent de « nous n'avons pas mangé, il n'a pas fait ». Mais non, il faut voir d'abord ce qui était là avant pour parler de ce qui est là aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est devenu comme un prétexte, parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, Joseph Kabila, des fois, ne se plaignait pas. Selon certaines personnes, ils nous disent que Joseph Kabila ne se plaignait pas comme vous vous plaignez aujourd'hui, l'Union sacrée, parce que lui aussi avait trouvé un pays morcelé dans certains coins qui n'étaient pas occupés par les Congolais. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez tout et vous mettez sur la tête de Joseph Kabila. Mais au règne du président Joseph Kabila, qu'est-ce qui nous a profité par exemple? Qu'est-ce que nous pouvons dire, bon, ceci nous a profité? Mais vous avez trouvé des institutions qui étaient déjà bien établies. C'est ça, nous nous plaignons de ces institutions-là. Mais ces institutions-là étaient gérées par qui? Nous étions infiltrés juste... Donc c'était une république au service d'une république. Voilà, merci, nous allons avancer. Nous étions même une république. Voilà, merci, vous nous affirmons aujourd'hui qu'on n'était pas une république. Non. Les téléspectateurs, ils nous suivent et même ils savent qu'est-ce que vous parlez, c'est à eux de vous répondre. Alors, nous allons passer à une autre question. Et aujourd'hui, vous soutenez Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle, c'est-à-dire c'est votre unique candidat que vous présentez vous présenterez au moment opportun aux Congolais. Alors, comment comptez-vous faire pour le faire réélire au regard de la situation que j'ai évoquée dès mon entrée, au regard du bilan que certains des opposants qui vous accusent que vous avez un bilan chaotique? Alors, comment vous, Union Sacrée, vous, des personnes qui soutenaient Félix Tshisekedi, comptez-vous pour que Félix Tshisekedi soit réélu ou puisse avoir un second mandat? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour sa réélection? Je vais commencer par dire que Félix Tshisekedi a géré ce pays ensemble avec ceux qui disent aujourd'hui ses opposants. Il a géré, Matata était chez les amis de FCC, la coalition moribonde qui était MP ou quoi là, déjà enterré FCC avec PPRD. Matata est du PPRD. Oh, il était du PPRD, actuellement il a son parti. Il était du PPRD, c'est lui qui avait bousillé tout notre argent du pays dans Bukangalonzo. Matata était chargé de faire au moins 1000 ou 1400 écoles. Mais même pas 2 écoles. Monsieur, vous allez continuer. Attendez, je vais oublier. Je vous en prie. Oui, ça veut dire que nous avons vraiment un programme sur lequel nous présentons à la population. Ce programme est édité ici, tout est dedans. Nous disons à la population ceci. Voici d'où nous venons. Voici d'où nous sommes et voici d'où nous allons. Ce pays, lors de la passation du pouvoir exactement, la passation pacifique, ça on appelle remise-reprise. Voilà. Lorsqu'il y a eu remise-reprise, nous avions combien des arriérés des salaires des travailleurs dans ce pays? On criait, nous avons 250 arriérés des salaires. Nous avons 250 mois, nous avons 100 mois, nous avons 30 mois, nous avons des paiements. Mais l'argent n'était que... Mais le président Félix, arrivé au pouvoir,
On a commencé par là. On a commencé mais par là. Ça continue quand même. Mais nous les assemblées trouvé... provinciales ne sont pas payées. Vous êtes au courant. Les professeurs d'université qui viennent d'abord récemment d'élever la grève, vous savez ce qui se passe. Mais nous devons situer chaque gestion du pouvoir à son temps. Et ils ont géré ce pouvoir, ils savaient que le pouvoir était mélangé, était chaotique. Là, les gens entraient, sautaient comme ils voulaient. Alors aujourd'hui, nous avons essayé de faire comment? De stopper que nos amis de l'Est puissent être dans la quiétude, puissent vivre vraiment comme des humains, même si la situation perdure, parce qu'elle était très profonde. Le mal était profond. Le mal que le gouvernement passé ou ceux-là qui se disent aujourd'hui opposants ont laissé à notre pays. Non, mais Tshisekedi est en train de balayer. Les balayes ne font que se couper parce qu'il y a une saleté terrible, une couche de saleté, du désordre terrible qu'il est en train d'enlever. Donc si aujourd'hui on doit faire élire Tshisekedi, voici un. Il a redonné à notre pays, il tente de redonner à notre pays sa souveraineté, une souveraineté retrouvée parce qu'il se bat malgré les intimidations, malgré tout ce qu'ils ont fait pour l'avoir, l'abattre, le tuer. On a tué tout le monde autour de lui, mais il est là intact, Dieu le protège pour nous les peuples congolais. Il est là, c'est vraiment un monsieur que le Dieu, par sa bonté, nous a donné pour que nous puissions vraiment contrôler la situation. Au moins sur le plan de la souveraineté, on est fiers d'être Congolais, mais nous, le peuple, nous devons sérieusement travailler. Nous devons un peu quitter dans nos distractions là, on est trop distrait à des choses inutiles. Nous devons passer vraiment et beaucoup penser, nous devons passer tout notre temps à rêver comment est-ce que le pays doit être totalement libéré et comment nous devons exploiter nos ressources nous-mêmes. C'est que notre sol est très riche. On a vu même sur le saut des moutons, le maïs poussé. Nous devons faire de l'agriculture. Mais tout ça, c'est dans son projet de 145 territoires qui est en train de se concrétiser. Félix Tshisekedi a permis à nos enfants aujourd'hui d'étudier gratuitement il y a 5 ans. D'ailleurs, les 2 ans, c'était difficile. Mais il faut voir avec quelle qualité. Et on vous accuse que la qualité de l'enseignement a perdu en fait sa valeur. C'est-à-dire nos enfants n'étudient pas dans de très bonnes conditions. Non, mais non, attention, qu'on ne vous trompe pas. Si aujourd'hui nous avons des diplômés, ce ne sont pas des diplômés que la gratuité a produit. Ce sont des diplômés, les diplômés que le gouvernement antérieur ont eu à gérer, à mal gérer. Oui, monsieur Louis David, mais quand vous observez aujourd'hui, vous allez dans une salle de classe où vous trouverez il y a une surpopulation. À la place, au départ, on avait par exemple 50 élèves. Mais aujourd'hui, vous en trouvez par exemple au-delà de 200. Exactement, vous êtes sûr que la qualité de l'enseignement sera la même? C'est exactement ça. Aujourd'hui, par exemple, on vous parle de 140 écoles construites sur le fonds propre de l'actuel gouvernement, grâce effectivement à l'initiative du président de la République, Félix Antoine, alors à l'est de la République. Aujourd'hui, si nous devons en tout cas dire du mal de ce que nos enfants connaissent, mais l'argent a été débloqué, des grandes sommes. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'IGF à cause du fameux candidat Matata Pogno, l'ancien Premier ministre, il a reçu l'argent des écoles, les infrastructures, mais il y en a eu combien qu'il a laissé à ce pays ici? Aujourd'hui, on nous apprend aussi que cette gratuité serait financée à une grande partie par la Banque mondiale. Donc, je ne sais pas, mais selon nos informations, on nous apprend que c'est la Banque mondiale qui a pu financer à une grande hauteur la gratuité de l'enseignement. La Banque mondiale, comme dans tous les pays du monde, accompagne les projets, les programmes de société de chaque gouvernement. Alors, sur le plan de l'éducation, et la Banque mondiale ne donne pas seulement l'argent à la République démocratique du Congo, mais c'est à travers tous les pays du monde. Alors si la Banque mondiale nous accompagne, cela ne dit pas que c'est la Banque mondiale qui finance la gratuité de l'enseignement. Non, la gratuité de l'enseignement existe aujourd'hui comme un fait réel parce que c'est inscrit dans notre constitution. Mais ça a été difficile.
il y a un budget qui est très bien conçu pour ça, pour traiter de cette question. Il ne s'agit pas de la Banque mondiale qui vient aujourd'hui nous donner l'argent pour la gratuité. Non, je ne pense pas. Voilà, mais hormis la gratuité que vous faites aujourd'hui comme la réalisation phare du président de la République, vous pouvez aussi nous parler de quelle réalisation, parce que vous nous vantez chaque fois la gratuité, mais dans beaucoup de secteurs aussi, on trouve que certaines choses sombrent. Par exemple, quand vous nous évoquez par exemple sur le programme de 145 territoires, et pourquoi ces écoles ne sont pas construites à Kinshasa? On voit, je ne sais pas, on parlerait seulement des maquettes ou est-ce que ce sont des maquettes qui défilent sur les réseaux sociaux ou ce sont des projets qui sont réalisables et palpables? Bon, voilà pourquoi dans ces livres j'ai parlé des domaines. Je n'ai pas parlé tout simplement de la gratuité de l'enseignement, j'ai parlé des domaines. Dans les domaines par exemple, donc secteur par secteur, nous avons fait l'inventaire, nous avons trouvé qu'il y a du progrès. En dehors de la gratuité de l'enseignement, vous avez aujourd'hui, on vous parle quand même de l'économie, notre économie même dégringolant du fait que les pays du monde entier ont subi la secousse économique due effectivement à la guerre qui est en Ukraine. Mais nous aussi, nous avons subi ce choc-là. Pourtant, nous sommes déjà un pays, au fond, nous pouvons nous dire un pays en guerre. Parce que nous sommes agressés. Mais une guerre qui n'est pas déclarée. La guerre doit être déclarée. Non, même jusqu'ici, ce n'est pas déclaré, mais notre situation, c'est celle-là. Alors, aujourd'hui, vous imaginez par exemple comment nous devons faire face à ce qui se passe à l'Est là-bas. Voilà, c'est grâce à l'insécurité. Le président Tshisekedi a réussi à obtenir la levée de l'embargo de l'achat des armes. Aujourd'hui, on voit que notre ministre actuel de Défense se déploie mieux grâce à cette obtention-là de levée de l'embargo. C'est quelque chose de très important que le Congolais doit avoir. Je vous complète là-dessus, mais vous trouvez dans une vidéo que je suivais hier, où les nouveaux recrues, les militaires, ils chantent, ils demandent au chef de l'État de leur donner les armes et puis signer des documents pour attaquer les Rwandais. Alors je ne sais pas, ça c'est une question de curiosité. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'aujourd'hui, on voit certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'affilient aujourd'hui, qui signent un partenariat avec la Russie, qui se fait aujourd'hui une grande puissance militaire. Alors pourquoi seulement attendre de la communauté internationale pour trouver la solution à la situation sécuritaire de notre pays, pendant qu'aujourd'hui vous nous vantez que nous sommes un pays indépendant? Pourquoi ne pas aussi trouver d'autres partenaires sérieux qui peuvent nous aider afin de faire face à cette situation? En réalité, le domaine de la sécurité ne se dit pas à haute voix parce que nous allons donner à l'ennemi notre plan. Mais sinon, le domaine de la sécurité se traite à huis clos. Ce n'est pas un domaine où nous devons passer sur les médias, les plateaux de télévision en train de dire voilà ce que nous faisons. C'est tout ce que nous devons éviter. Même ceux qui, aujourd'hui, si le ministre, le premier vice-ministre, chargé de la défense, ancien combattant, se déplace pour aller chercher des partenaires qui puissent nous aider dans ces domaines. Pour moi, on ne doit pas à tout moment, même si c'est politique, publier des photos, ceci, cela. Là, nous sommes encore trop vulgaires, nous, chez nous. Hein. On ne peut pas publier des choses comme ça. Non, il est en train d'essayer l'arme, on publie, on prend des photos. Là, c'est vraiment des malaises qu'il faut éviter sur le plan de sécurité, c'est du quoi. Et que c'est des questions de portée très compliquées, très délicates qu'on ne peut pas aborder de n'importe quelle manière. Comme ça, voilà. Donc voilà, ça c'est une interpellation que vous êtes en train de faire par rapport au service de communication des différents ministères, notamment celui que vous parlez de la défense. En fait, les questions sécuritaires, ce sont des questions qui sont sensibles. Ce sont des questions qu'on ne peut pas traiter avec toute légèreté. Pour un pays, donc je pense que vous devez aussi, vous qui êtes les attachés de presse, vous qui travaillez pour la communauté, je pense que vous devez aussi aider ces personnalités afin que les questions qui sont liées à la sécurité puissent être traitées avec toute prudence. Alors,
nous, aujourd'hui, vous avez fait allusion dans cet ouvrage à certaines personnalités des renom qui ont choisi Félix Tshisekedi pour un second mandat. Il y en a aussi peut-être d'autres qui sont mieux focalisés pour l'aider ou pour l'aider à son prochain mandat. Notamment, vous avez évoqué M. Jean-Claude Kyungu Kabila. En quoi ce monsieur serait aujourd'hui la personne la plus influente à pouvoir aider Félix Tshisekedi à remporter son deuxième mandat? Bon, et M. Jean-Claude Kyungu, il est dans son domaine, mais il a des projets que je juge aussi un peu importants. C'est aussi un élément de poids pour la communauté du Katanga. Et je pense qu'avec son apport dans les domaines des transports, on va résoudre sérieusement le problème ici à Kinshasa et à travers le pays. Parce que si aujourd'hui il lutte pour que nous ayons même un transport à 250 francs congolais, que le transport revienne là, mais il a aussi des moyens, il a des possibilités pour qu'effectivement nous ayons des transports de bus. Ça, ce sont des questions que le ministère des Transports peut causer, peut traiter avec le concerné directement. Donc c'est un entrepreneur que c'est un entrepreneur. Le Kyungu, c'est un entrepreneur. Jean-Claude Kyungu, c'est un entrepreneur. Il a des possibilités de faire arriver. Il a vécu aussi longtemps un peu à Dubaï. Il connaît des partenaires de poids qui peuvent aider. Mais surtout, il a aussi un schéma. Et il a été ici, il a été consulté lors des consultations. On l'a vu dans une des photos avec le chef de l'État. Il doit être aussi sollicité sérieusement du côté de Congo-Brazzaville, dans plusieurs domaines. Et c'est notamment celui de l'agriculture. Il a toujours envié les domaines de services de Kanyamakase, c'est là-bas. Le service national. Le service national, c'est aussi un d'éléments phares qui doit faire relire le président Félix Tshisekedi. Alors, ce monsieur Jean-Claude, c'est un homme important. Je pense qu'il devra vraiment être reçu par le chef de l'État parce qu'il a de bonnes ambitions, à mon avis, il convient de mieux. Il a prouvé de quoi il est capable. Oui, il peut mieux aider le chef. Voilà, nous encourageons les jeunes entrepreneurs, surtout les Congolais, qui se battent pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Parlant, je profite en saluant le directeur général de l'entreprise Rache Desine Construction, M. Racho Mayamba, un jeune entrepreneur qui fait aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo. Alors par là aussi, vous avez évoqué dans les domaines des numériques qui seraient les programmes phares et innovants de Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'il y a des gens pour se faire dans ces domaines du numérique? Dans ces domaines, c'est surtout pour la maximisation de recettes fiscales à l'aide des numériques. Aujourd'hui, si l'expérience est vécue, j'ai assisté à la soutenance d'une thèse par le professeur Zé Guilain, qui s'est bien défendu et qui doit être le pionnier dans ce domaine-là, à proposer à notre pays cette idée-là. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être volatilisé, même par les sociétés ici au pays. Les sociétés, un exemple, quand vous allez par exemple chez Kinmarché, chez SK et beaucoup d'autres sociétés, mais vous trouverez qu'on a écrit la taxe, sur les prix. Mais nous n'avons pas de moyens pour que nous puissions récupérer tout cet argent-là sur la TVA. Voilà, sur la TVA. On n'a jamais récupéré cet argent et ça pose des problèmes. Mais le professeur Guilenze nous propose aujourd'hui des moyens efficaces pour en arriver là. Et c'est lui que nous saluons de passage. Il est président intérim du tribunal de commerce. Il est trop passé dans ce domaine.
Il est, je pense, le premier docteur à avoir soutenu la thèse dans ce domaine du numérique. Hein. Aujourd'hui, il pense que le numérique, c'est un outil indispensable pour la maximisation des recettes. Mais il sait comment il va nous dire, il sait comment il va nous apprendre, il sait comment il va nous dire, aider le pays pour que nous puissions dès lors commencer à récolter tout notre argent qui disparaît. Mais à propos, lorsque nous parlons un peu des magasins, nous parlons des sociétés, nous parlons des alimentations. Mais si vous voyez aussi un peu, ça fait un peu quand même mal. Les Congolais se battent seulement pour le pouvoir politique. Les Congolais ne savent pas s'unir, ceux qui ont des moyens, nous fabriquer des magasins comme ça, voilà, nous faire des supermarchés, supermarchés. Pourquoi ils ne peuvent pas s'unir? Donc tout ce que nous, les Congolais, nous faisons, c'est seulement vendre les pains. Nous sommes les revendeurs du pain Victoire. Hein, c'est ça. Voilà. Et puis, revendre les pains et puis faire les PMI, le travail que le gouvernement passé avait. On vous appelle des bêtes là-bas. Voilà. Et j'aimerais aussi vous compléter par rapport à ça. Incapable de s'associer pour que nous puissions aujourd'hui avoir des supermarchés. J'aimerais vous compléter. Citez-moi quand même 2 supermarchés de Congolais à travers. On ne les voit pas exactement. On ne les voit pas exactement. Des supermarchés, mais vous aussi, des grands restaurants. Mais vous aussi, bon, politique. Des hôtels, il y en a quand même. Mais des supermarchés, on dit c'est 3 Congolais, comme on a toujours entendu parler à son et frère. Mais ce sont des gens qui ne sont pas des Congolais. Mais pour nous-mêmes. Mais vous aussi, en tant que politique, vous devez aussi, parce que certains entrepreneurs aussi se plaignent surtout de la tracasserie. Ils disent qu'ils ne sont pas facilités par rapport au gouvernement. Je parlerai, il y a un jour, j'ai lu un livre où on essayait d'expliciter plutôt les différents domaines. Ils ont parlé sur les domaines bancaires, ils ont essayé de parler, ce que vous venez de dire aujourd'hui, sur le boutique supermarché, ils ont parlé sur les mines. Et vous trouvez que tous les domaines qu'ils ont cités, ce sont des domaines qui appartiennent aujourd'hui aux étrangers. Aujourd'hui, nous sommes un pays hospitalier et nous avons besoin que tous les peuples du monde puissent venir s'investir au Congo. Mais pourquoi vous aussi, vous devez aussi plaider, parce que vous êtes des lignes sacrées, aider aussi ces jeunes entrepreneurs. Parce que selon eux, ils disent qu'ils sont tracassés et l'État congolais ne leur facilite pas la tâche afin qu'ils puissent facilement importer leurs histoires comme le font les étrangers. Ça aussi, c'est un problème. Il faut avoir les nerfs solides pour tenir le coup jusqu'à ces jours. Lorsque nous parlons de ces pays, je vous dis que rien n'existait plus encore. Nous avons par exemple aujourd'hui le fonds là, qui accorde des crédits. Fonds de promotion de l'industrie. Voilà. Les FPI qui accordent quand même un peu de moyens, des crédits aux entrepreneurs. Mais si vous voyez tous les... Bon, disons-nous, 80% des Congolais, déjà à l'époque passée du régime passé, ils ont pris des crédits là-bas, ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça, authentique. Ils se sont construits des maisons, ils ont décidé le problème. Ils ont pris des crédits, des comptes. Donc c'est des gens, des personnes, quand ils disent non, on va octroyer des montants, par exemple, dans tel programme. Comme j'ai suivi dernièrement, on est en train de chercher comment on peut octroyer de l'argent aux entrepreneurs congolais qui fassent arriver vite le maïs ici. Moi, je ne pense même pas qu'on peut octroyer des millions d'argent. Acheter des tracteurs, distribuer à chaque député un tracteur, comme ça a été à l'époque aussi, pour donner lui les carburants. On va couper son argent. Ils se disent, comment on les appelle? Représentants du peuple. Le peuple, voilà. Oui, ils doivent aller dans leur base avec ces tracteurs-là. Mais est-ce que l'État congolais faire des chances? Je pense que ça sera idéal. Au lieu de les laisser là-bas, voter peut-être des lois, ils ne suivent pas l'application de ces lois-là. Il faut leur donner du travail qui convienne. Nous ne serons pas au niveau où nous devons tout le temps crier la faim et la misère ici. Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais a cette politique? Par exemple, vous venez d'évoquer de l'agriculture. Nous avions trouvé 9 ministres qui ont en fait effectué un voyage pour trouver du maïs, mais pendant qu'ici, vous venez d'évoquer des maïs qui poussaient sur les terres qui sont 80...
mille de terres arables. Pourquoi ne pas promouvoir ces jeunes entrepreneurs? Pourquoi le gouvernement n'a pas cette politique aujourd'hui de doter des moyens, de faire travailler de l'agriculture et de mettre même l'agriculture comme un secteur prioritaire? Et puis aussi, monsieur Louis, vous trouverez aujourd'hui le vrai problème aussi, c'est l'homme congolais. Pourquoi, par exemple, vous avez 4 000, 5 000 dollars? Au lieu de créer une entreprise, vous créez une partie politique. Dans un parti politique, ils sont engagés. Je ne sais pas, mais si vous arrivez aujourd'hui à créer une entreprise, je pense aussi les Congolais, les taux du chômage vont aussi essayer de baisser. C'est là où je dis que l'homme congolais aussi, c'est lui-même le problème. Nous avons plus de 700 partis politiques. C'est pour en faire quoi? Mais si chaque parti politique créait ne fût qu'une petite entreprise, ça serait bénéfique pour le pays. Voilà, c'était un recadrage. On va passer à une autre chose. Monsieur Louis, pour clôturer, nous sommes presque à la fin. Alors, une situation, je vous parle maintenant en tant qu'analyste. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des séquestrations. On constate aujourd'hui qu'il y a des interpellations. On observe aujourd'hui des arrestations dans les camps de l'opposition. Est-ce que cette situation est-elle admissible ou ça vous honore, vous, personnellement, en tant qu'analyste politique et écrivain, de voir vos proches, les personnes qui étaient des fois à vos côtés, qui sont des fois torturées, qui sont persécutées? Est-ce que cette manière-là, ça respecte la procédure légale ou comment? Juste une analyse, vous, en tant qu'analyste. Non, bon, je sais qu'il y a des cris par-ci, par-là, des gens qui pensent que telle personne est torturée, mais à mon humble avis, je n'ai pas encore vu nos services torturer quelqu'un comme ça. Depuis que le président Félix est au pouvoir, je n'ai pas vu qu'on a torturé quelqu'un. Vous en connaissez, hein? Oui, moi je ne saurais pas vous citer le nom, mais les cas récemment du monsieur qu'on a arrêté, vous avez vu la manière dont il a été arrêté, le cas de Salomon Kalonda, la façon dont il a été brutalisé. Vous avez suivi la vidéo de monsieur Maki Mukeba, un député avec ses immunités, comment on les transportait comme un bébé. Tout ça, c'est en violation de la loi ou c'est un mode que vous avez instauré pour essayer un peu d'affaiblir, soit d'arrêter les opposants. Bon, lorsqu'on parle des choses sérieuses, on doit s'interdire d'être quand même injuste. Nous devons être justes et parler des choses normalement lorsqu'il s'agit de parler de notre République. Donc, prenons tous ces cas-là, non pas de façon isolée pour dire celui-ci est du côté de l'opposition, celui-ci est du côté du pouvoir. Si nous aimons notre République, les questions doivent être traitées à ce niveau-là. Et pour le cas du monsieur dont vous dites qu'il a été arrêté à l'aéroport, c'est lui dont vous parlez. Oui, mais le dossier Salomon Kalonda. Il semble que c'est un agent payeur de l'ensemble, celui qui paye. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'en sais pas. J'ai dit bien, il semble. Je ne le connais pas personnellement. J'ai vu aussi des images sur la télévision, mais ce n'est pas affirmé. Donc, sa qualité exactement auprès de son chef. Bon, j'ai suivi sur les émissions, on dit que c'est le secrétaire particulier du président de l'ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui est aussi président de Tout-Puissant Mazembe, qui s'est battu pour se positionner comme candidat de la République. Serait-ce que avoir des informations de pourquoi le monsieur a porté l'arme à feu? Pourquoi il se promène avec ça? On a vu sur les Twitter, c'est tantôt le vieux Matata réputé que cette arme serrée pour son garde-corps. Mais comment est-ce que lui doit avoir l'arme de son garde-corps? Lui n'est pas... Est-ce qu'on lui avait autorisé d'amener cette arme dans la manifestation? Est-ce que les anciens premiers ministres n'ont pas droit à la sécurité? Je ne sais pas. Je pense que l'État aussi les accorde ces privilèges d'être sécurisé. De se promener avec les armes. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas juste de la sécurité. Le port d'armes qui doit signer
l'ordonnance pour que vous puissiez posséder. Mais lui avait affirmé que cette arme-là a été bel et bien réussie et ordonnée par le non, de toutes les façons, congolais, de façon légale. De toutes les questions à ces questions ou à cette question comme celle qui concerne le député Mike. Hein? Oui, Mike, le député Mike qui est en prison. Et bon, la justice fait son travail. Nous avons une institution judiciaire. Bon, nous accordons des crédits à notre justice. Mais au moins, on sait que la justice, qu'il s'agisse militaire, et la justice va s'occuper de la question de Moukébaye. La justice militaire va s'occuper de la question de celui qu'on a attrapé en flagrant délit avec l'arme à feu. Et celui qui doit avoir eu des communications, des échanges avec les ennemis de la République. Bon, ça, ce n'est que normal. Ce n'est que normal que la justice puisse quand même se préoccuper. Mais s'ils ne font pas ce travail-là, quel est leur service? Voilà, parce qu'ils vous accusent que c'est une façon de les museler pour que les écarter sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Vous voulez avoir un terrain libre et puis remporter main haute les élections. Non, c'est faux, c'est faux, archi faux. D'ailleurs, c'est pendant ces régimes de M. Félix que tout le monde a la liberté de dire n'importe quoi. On l'injurie même. Il y en a des enfants qui disent maintenant. Mais moi, par exemple, par rapport à ce qu'on dit, ce dont on dit l'injure, quand on dit oh, Moulouba, Moulouba. Pour moi, je ne pense pas qu'il s'agit de l'injure. Moi, si vous me dites Moulouba, je vais vous regarder et rire. Bon, je ne pense pas que ça doit faire. Oui, quelqu'un qui m'a posé la question par rapport à l'anniversaire le 13 du président de la République. Voilà, quelqu'un m'a dit d'abord, il y a déjà, on mobilise les moyens et les fonds de l'État pour que cet anniversaire soit fêté. Non, le président de la République sait qu'il a beaucoup de choses à faire, mais au nom de notre population, au nom des marginalisés, surtout au nom des services de l'ordre et nos militaires qui sont aux frontières, je pense qu'on ne va pas organiser une fête comme ça où les gens viennent de partout. Non, il va penser, et voilà, nous souhaitons déjà anticipativement heureux et somptueux anniversaire à l'ouvrier du peuple Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, merci joyeux, une anticipation et fructueux anniversaire à celui que M. Louis David appelle l'ouvrier du peuple, le président de la République, qui va fêter son anniversaire pour ce 13, mais aussi nous disons que c'est un humain, il a aussi ses droits de festoyer, parce que c'est un Congolais, c'est un humain. Je pense que vous devez éviter de faire la polémique sur cette question. Merci, M. Louis David, d'avoir été le nôtre. Je rappelle que vous êtes acteur politique, vous êtes chercheur, mais aussi écrivain de 3 ouvrages, notamment celui que nous abordions aujourd'hui, intitulé pour un second mandat, Félix Tshisekedi, l'ouvrier du peuple. Vous avez été à la hauteur de dénoncer ou d'étaler toutes les vérités sur votre ouvrage. Merci de votre confiance et de votre passage à la HT Télévision, à votre émission HT Débat. Merci, c'est vous que je remercie sérieusement pour nous avoir accordé ce temps. Nous disons merci à tout le monde, à nos amis de l'antenne, merci à nos amis des caméras et merci à nos spectateurs. Je salue tout le monde personnellement, le président Guilain. Je salue. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission ou à ce numéro de HT Débat. Vous étiez nombreux sur vos postes téléviseurs pour nous suivre en direct de la HT Télévision. Mesdames et messieurs, nous remercions sincèrement le couple de l'apôtre André Mbikaï. Gelor Kapenda était à la caméra. Soft, sous la supervision de M. Soft Rachidi qui ne cesse. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jus. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique, d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Si tu zappes, tu rates. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie.
un programme attrayant et une image qui caresse le jeu. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique, d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas.